Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La fin du grand rassemblement anti-mondialisation à Millau. 10 mois de prison, dont 9 avec sursis, ont été requis à l'encontre de José Bové, qui parle d'une peine mi-chèvre, mi-chou. Le Tour de France et les premières exclusions qui jettent un voile sur le début de la course. 3 cyclistes exclus dès ce matin après des tests antidopage. Début de polémique après la décision du Conseil d'État de classer X le film de Virginie Despentes où se mêlent violence et pornographie, la censure en question. À 60 ans, la chanteuse américaine Tina Turner va quitter la scène. Tous ses fans la regretteront. Elle vient d'annoncer sa décision de ne plus se produire après sa tournée qui l'amènera la semaine prochaine au Stade de France. Dans l'actualité de ce samedi, je vous le disais en titre, la fin du grand rassemblement anti-mondialisation à Millau. Fort de son succès populaire, José Bové décide d'en faire le rendez-vous annuel de la lutte contre les multinationales. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, la décision de justice, ou en tout cas le réquisitoire prononcé ce matin, car au-delà du spectacle, il s'agissait bien de savoir comment seraient jugés José Bové et ses 9 compagnons. 10 mois de prison, dont 9 avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré au 13 septembre prochain. Dominique Verdaillan, Gilles Jacquier. Le procureur vient de requérir la prison avec sursis. Les avocats ont plaidé la relaxe. Le tribunal s'est donné 2 mois et demi de réflexion. Mais dans la rue de Millau, le public a déjà rendu son jugement. À l'applaudimètre, José Bové est innocent. Et comble de l'ironie de la part de ce farouche opposant à la mondialisation, de ce pourfendeur de McDo, ses premiers mots à la sortie du palais de justice sont dans la langue de Shakespeare. Soutenu par ses avocats, par des témoins de moralité, José Bové tente de se frayer un chemin vers le podium, situé à 100 mètres du palais de justice. Là, une foule tout aussi compacte, tout aussi conquise, ovationne les prévenus et leurs défenseurs. Et comme à la fin d'un spectacle, on passe à la phase des remerciements. Merci à vous de nous avoir soutenus. Vous étiez présents dans la défense. La défense n'aurait pas pu exister sans vous. S'ils ont voulu casser un symbole, assène le procureur, ils n'ont pas cassé symboliquement. 10 mois sont requis contre José Bové, une peine que l'accusation veut dissuasive. Pour moi, ce n'est pas plus dissuasif que les 8 mois avec sursis que j'ai pris à Agen pour avoir détruit des stocks de semences OGM. Dès hier, sur la tribune, j'ai appelé à la destruction des champs d'OGM et des stocks de semences. Donc je continuerai à le faire dans le cadre de notre action syndicale. Au-delà du procès, la défense tire les conclusions d'un tel mouvement. Nous sommes en face de gens qui se lèvent dans des mouvements, qui sont d'immenses mouvements de chaleur pacifique, qui revendiquent quelque chose, qui revendiquent des droits, qui revendiquent une dignité. Et là, il y a quelque chose qui est important. Telle une équipe de football victorieuse, les 10 prévenus ont traversé Millau en quart. Sur leur chemin, ils ont croisé un autre symbole tenu à bout de bras, le petit bonhomme de McDo, celui-là même qu'ils combattent. Et en direct de Millau, nous retrouvons Dominique Verdaillan. Vous êtes actuellement dans la salle même où a eu lieu le procès. Alors entre justice et spectacle, comment interpréter ce soir le réquisitoire à l'encontre de José Bové qui lui-même parlait d'une peine mi-chèvre, mi-chou? Eh bien écoutez, la question est de savoir qui prendrait le pas sur l'autre de la tribune ou du tribunal. Les magistrats ont accepté le débat de société, voulant offrir l'image d'une justice compréhensive. Mais honnêtement, vu la foule réunie ici à Millau, avait-il le choix? On a assisté à un impressionnant défilé de témoins venus du monde entier. Ils sont restés à la barre pas plus de 15 minutes. Réquisitoire ferme dans les mots, mais modéré dans les sanctions. L'accusation jouant la carte de l'apaisement. Le procureur reconnaissant que la cause est juste. La défense du Roquefort, dit-il, qui pourrait s'en offusquer à Millau. Mais l'on sent ce soir que l'équilibre est fragile. José Bové est considéré pour l'instant comme un héros. La justice pourrait en faire à son tour un symbole. Merci Dominique. Et voilà donc la petite ville de Millau, devenue la capitale de l'antimondialisation. José Bové annonçait que cette date du 30 juin serait désormais la date anniversaire en France. Un succès populaire, indiscutablement. Et un dernier meeting cet après-midi pour clôturer cette gigantesque fête que quittent actuellement dans le calme les participants. Éric Mézy, Christian Autain. Le procès n'a pas été épuisant que pour José Bové. Sur les bords du Tarn, on se rafraîchit, on en profite. Et pendant que les vacanciers cuisent déjà dans leur auto, la Vénus de Millau prend son bain.
Force de police quasi invisible pour cette gigantesque fête, les habitants le reconnaissent eux-mêmes, il y eut moins d'incidents que lors du mondial de la pétanque. C'est dire. C'était une ambiance kermesse, une ambiance de fête. Vous attendiez à ça en fait? Disons qu'on entend toujours beaucoup de choses, donc on appréhende toujours un petit peu, mais en définitive, c'était parfait, hein, franchement. Hein. Encore un meeting et une dernière prise de parole pour celui qu'il n'est plus nécessaire de présenter, pour un public sous le charme. C'est un moment historique, j'ai jamais vu ça en France. Ça fait une vingtaine d'années qu'on tourne, que je vois ce qui se passe. Et je ne pense pas avoir eu l'occasion, enfin non, j'ai jamais eu l'occasion d'arriver dans un endroit où il y a tant de monde, avec une ambiance aussi agréable. De toute façon, à chaque fois que je viens dans ce genre de choses, je suis complètement émue de voir un petit peu la nature humaine s'exprimer dans ce qu'elle a de meilleur. La veille, la foule, plus que les groupes sur scène, fut sans doute la vedette de la soirée. Chiffres et spectacles impressionnants. Combien était-il? 50 000, 100 000, disent les plus enthousiastes. Avec un José Bové, rebelle et républicain à la fois. Liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Et en guise de bilan, nous retrouvons Pascal Golomer. Après Seattle et Davos, il y aura désormais ce rendez-vous à Millau l'année prochaine. Oui, Béatrice, Millau et le Larzac ont retrouvé leur calme ce soir après 2 jours d'agitation, mais une agitation sans affrontement ni incident. Au-delà de l'ampleur de la mobilisation, c'est l'autre succès des organisateurs. Cette ambiance bon enfant, ambiance de fête, ambiance studieuse aussi parfois, avec ces forums qui se sont succédés hier et aujourd'hui à travers la ville. Rien à voir en tout cas avec le climat très tendu qui régnait en décembre dernier à Seattle. Encore faut-il maintenant faire vivre au quotidien ce mouvement anti-mondialisation que l'on sait très divers, très éclaté. Ce ne sera certainement pas la tâche la plus facile pour José Bové et ses amis. Merci Pascal. Le Danemark sous le choc après ce concert qui a tourné au drame hier soir. 8 personnes ont été écrasées lors d'un mouvement de foule pendant le concert de rock du groupe américain Pearl Jam. Traumatisés, les artistes ont décidé d'annuler leur prochain concert en Belgique. Ils envisagent même de ne jamais plus se produire sur scène tant l'émotion a été vive. Joël Bruandé. Les avertissements des musiciens n'auront servi à rien. Plusieurs fois, ils ont demandé au public de reculer, en vain. 23h45 hier, le concert de Pearl Jam vient de s'arrêter. Seuls ceux qui sont sur scène réalisent que plusieurs spectateurs viennent de mourir piétinés. Un des membres du groupe prend alors la parole. Il parle de 15 blessés et demande à la foule de rester calme. 8 morts, 3 blessés graves et pas ou peu d'explications. Selon la police danoise, il y aurait eu un brusque mouvement de panique parmi les quelques 50 000 spectateurs. J'étais devant la scène quand c'est arrivé. C'était très violent. D'habitude, on arrive à se protéger les uns les autres, mais là, la pression était trop forte. Contre toute attente, les organisateurs du festival ont annoncé ce matin que les autres concerts prévus se dérouleraient normalement. Des concerts qui risquent fort de manquer de public. C'est vraiment dégoûtant qu'il n'y ait aucun respect pour les familles des victimes. Je trouve ça triste que les concerts n'aient pas été annulés. En fin d'après-midi, une courte cérémonie s'est déroulée sur les lieux du drame, en hommage aux victimes. Et ce drame était présent dans tous les esprits lors de la cérémonie d'inauguration cet après-midi du pont-tunnel qui relie le sud de la Suède au Danemark. En présence des 2 souverains, le roi de Suède et la reine Margrethe du Danemark, le Premier ministre a demandé aux milliers de personnes invitées d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes et de leurs familles. Ce pont-tunnel entre Malmö et Copenhague est un ouvrage de quelques 16 km qui relie désormais les 2 royaumes scandinaves. Ce samedi 1er juillet marque les premiers grands départs sur la route des vacances. Malheureusement, dès la nuit dernière, succession d'accidents. 10 morts et 4 blessés graves dans l'ouest. Un bilan tragique avec d'abord au sud de Rennes cette collision entre 2 voitures qui a fait à l'aube 5 morts et 1 blessé grave. Les victimes ont toutes moins de 25 ans. Autre accident dans le Loir-et-Cher entre Tours et Vierzon, 3 blessés graves et 2 morts. Enfin, en Loire-Atlantique, un conducteur qui a perdu le contrôle de sa voiture a percuté celle d'une femme qui a été légèrement blessée. Le conducteur, lui, est décédé.
Prudence donc si vous devez prendre le volant, il vous aura fallu redoubler de patience avec les premiers gros bouchons en Rhône-Alpes dans le sens des départs ce matin. Circulation encore en accordéon en cours de journée, mais tout semble progressivement rentrer dans l'ordre. Le point avec Didier Guyot. On a envie d'arriver puis on en a marre. Marre des bouchons? Ouais. Il y a trop de monde? Ouais. Et pillage, ouais. 10 km de bouchons à Villefranche-sur-Saône, 20 km à Valence, une vallée du Rhône surchargée par les départs avec en prime la canicule. Les automobilistes ont souffert aujourd'hui. Mais qu'importe, car pour beaucoup, au bout de la route, il y a la plage. On est content de partir, de toute manière, hein, c'est déjà les vacances. De toute façon, la première journée, elle est consacrée au transport, donc tant pis pour les bouchons. On a le droit de sourire au volant, mais il y a les gendarmes pour vous inciter à la prudence. Tout le week-end, sur les grands axes de circulation, des opérations coup de poing sont prévues. On fait de la prévention, mais aussi de la répression. Nous avons choisi soit une présence massive et répartie sur le département afin de montrer du gendarme. Et d'un autre côté, les créneaux, nous voulions à ce moment-là réprimer des comportements dangereux. C'est un travail de longue haleine sur environ 2 jours et demi. Et pour éviter l'enfer de l'asphalte, heureusement, il y a la pause. L'espace d'un instant, on oublie les voisins automobilistes, le bruit et la chaleur. Ça délasse bien et nous de toute manière, on s'arrête environ toutes les 2 heures, oui, à peu près. Absolument. Pour vous et pour le chien? Oui, absolument. Pour nous oui, beaucoup, mais le chien aussi, il est content. Il boit son petit coup. Ce 1er juillet représente le premier week-end des grands départs. Mais les responsables de la sécurité routière le rappellent, ce flux incessant de voitures, cette circulation chargée, il en sera ainsi tout l'été, alors prudence et patience. Et au bout de la route, les vacances, tout est prêt pour accueillir les premiers estivants, y compris dans cette région de la Charente-Maritime, lourdement frappée par la tempête de décembre dernier, comme en témoigne ce reportage à Fouras, sur place les derniers préparatifs après 6 mois de reconstruction. Reportage François Privat, Alain Darigrand. Fouras retrouve sa plage et ses estivants. Hier encore, les engins de chantier slalomaient entre les serviettes de bain. Il a fallu étaler plusieurs milliers de tonnes de sable pour refaire la plage centrale. Totalement détruite lors de la tempête du 27 décembre dernier, la digue a pu être reconstruite à temps. Ce qui est considérable pour nous, communes relativement modestes, c'est l'importance, la somme de travail et la somme de travail préparatoire et la somme aussi de travail pour les entreprises. Et c'est ça qui a été le plus difficile pour arriver à ce que tout se passe à peu près bien et dans des délais qui soient acceptables. Montant total des travaux, d'après Tempête, 35 millions de francs, dont 5 millions resteront à la charge de la municipalité. Philippe Moreau est à la fois restaurateur et plagiste. Il aurait dû ouvrir son établissement le 15 mars dernier, mais les travaux de réfection ont pris beaucoup de retard. On peut jeter la pierre à personne, parce qu'entre la commune qui a eu beaucoup de travaux à faire, les entreprises, toutes les entreprises sont prises de partout. Trop de travaux pour tout le monde d'un seul coup, quoi. Le camping de l'Espérance au mois de janvier. Depuis, on a replanté des arbres. Mais les habitués ont bien du mal à reconnaître leur lieu de vacances favori. Enfin, on s'adapte. J'espère que l'année prochaine, nos petits sapins nous donneront de l'ombre. Parce qu'en ce moment, moi je suis là, je suis pas d'ombre. Je viens en vacances, c'est beau être au soleil. Ce qu'on l'a vu au mois de janvier, hein. Faut pas... Non, il est bien arrangé, c'est très bien, il a bien travaillé, c'est bien. À Fouras, les taux de location, réservation d'hôtels ou de camping restent équivalents à ceux de l'année dernière. Contrairement à la marée noire, la tempête n'a pas fait fuir les touristes. Traditionnellement, ce 1er juillet, marqué par la hausse des allocations chômage et d'autres prestations, mais aussi les augmentations des prix de certains services. Le détail avec Jean-Bernard Schmitt. Les Parisiens qui n'ont pas la chance d'être en vacances vont être les premiers à s'en rendre compte. Le prix des transports en commun en Ile-de-France augmente. Plus 2,1% en moyenne pour la carte orange, soit 285 francs par exemple pour les zones 1 et 2. Le carnet de 10 tickets de métro vaut désormais 58 francs. Voilà, madame. Toutes les augmentations ne font pourtant pas de la peine. Avis aux épargnants, à partir d'aujourd'hui, le taux des livrets A, Bleu et Codévi passe de 2,25 à 3%. Les taux des comptes et plans d'épargne logement ainsi que des livrets d'épargne populaire sont eux aussi revalorisés. Même attention pour les chômeurs dont les allocations augmentent de 2%. Le salaire minimum horaire, quant à lui, s'élève de 3,2%, ce qui donne un peu plus de 7 100 francs bruts par mois pour ceux qui sont encore aux 39 heures.
Enfin, les salaires et les prestations ne sont pas les seuls concernés par les hausses. Les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour obtenir certaines allocations vieillesse ou familiales sont eux aussi relevés. Au chapitre politique, ce matin, la visite de Jean Tibéri qui a été reçu à l'Élysée, visite qui ne figurait pas sur l'agenda. Pas de déclaration du maire de Paris, mais comme il l'a toujours affirmé, il n'est pas prêt à retirer sa candidature. Un entretien qui a duré 3/4 d'heure. Jean Tibéri l'a qualifié d'extrêmement chaleureux. Depuis aujourd'hui, la France prend la présidence de l'Union européenne, et ce pour 6 mois. L'occasion pour Lionel Jospin de s'entretenir cet après-midi avec les jeunes socialistes européens réunis en convention. De l'Europe donc il en fut question, mais également de la fameuse taxe Tobin, cet impôt sur les transactions boursières, impôt réclamé notamment par José Bové et les siens. Jeff Wittenberg, Didier Morel. Ce pourrait être le bout de la route version jeune socialiste. Européen forcément, en ce premier jour de présidence française de l'Union, Paris a été choisi pour accueillir cette réunion et faire parler toutes les langues. Du ministre allemand de la Défense aux militants venus d'un peu partout en Europe. Une question à Jospin, c'était en vérité un peu l'objectif de cette journée. Une et même plusieurs questions. L'Europe bien sûr, mais pas seulement. Au moment où la mondialisation fait tant parler d'elle, les nouvelles de Millau arrivent jusqu'ici, le Premier ministre répond sur la taxation des mouvements spéculatifs, l'un des chevaux de bataille de ceux qui combattent la loi du marché. La taxe Tobin. Là encore, il me semble avoir été le premier parmi les hommes politiques français à défendre cette idée, notamment au début et dans le cours de la campagne présidentielle de 1995. Moi, je propose que nous y réfléchissions pour voir comment nous pouvons la faire avancer ou non dans des instances internationales. Sur ce point-là, le Premier ministre prend donc position. Sur l'avenir de l'Europe, il sera plus prudent. Pas de polémique, pas question donc de rebondir publiquement sur l'idée de constitution européenne lancée par Jacques Chirac en début de semaine. D'ailleurs, les socialistes ne la contestent pas. Alors moi, vous savez, je suis toujours très heureux quand Jacques Chirac reprend des propositions du Parti socialiste. Et sur la Constitution européenne, c'est le cas. Nous avions, notamment dans la campagne des élections européennes, défendu avec d'autres ce thème de la Constitution. Dernier clin d'œil obligé, l'Europe toujours, le football forcément. Lionel Jospin a rappelé avant le match de demain qu'il connaît la langue de nos voisins. Viva Italia et Victoria per Francia. Yasser Arafat qui s'est rendu à l'Élysée ce matin, un bouquet de roses rouges à la main pour marquer la première journée de la présidence française de l'Union européenne. Après un déjeuner avec Jacques Chirac, le président de l'autorité palestinienne a simplement précisé que le processus de paix était arrivé à un tournant dangereux, qu'il attendait que l'Europe joue un rôle effectif, mais il n'a pas évoqué la question délicate de l'indépendance de la Palestine. La présidence française de l'Union européenne qui n'a pas caché sa déception et sa préoccupation à l'énoncé du verdict prononcé en Iran à l'encontre de 13 juifs et 8 musulmans iraniens accusés d'espionnage au profit d'Israël. Certes, ils ont évité la peine de mort, le risque était important, mais les peines prononcées sont sévères. Jean-Marc Ilouz. Au tribunal révolutionnaire de Chiraz, de lourdes peines de prison, mais aucune peine de mort. Non pas la fin de l'angoisse, mais un premier soulagement pour les familles des 13 juifs et 8 musulmans arrêtés voilà 15 mois sous l'inculpation d'espionnage au profit d'Israël. 10 juifs et 2 musulmans condamnés, 3 juifs et 2 musulmans acquittés. Au terme de 3 mois d'un étrange procès, on ne connaît toujours pas l'identité des inculpés musulmans. Aucune preuve des faits reprochés aux accusés n'a été apportée. Des invraisemblances courageusement dénoncées par le chef des avocats iraniens, maître Nasseri, qui entend bien obtenir au moins de fortes réductions de peine en appel. Pour remettre en cause, par exemple, les 13 ans de prison infligés à Asher Zadner, l'un des prévenus dont les aveux télévisés avaient choqué l'opinion internationale. Les dossiers des condamnés sont vides, répétera maître Nasseri. Grâce à la mobilisation internationale, il n'y a pas eu de condamnation à mort. Mais maintenant, il faut que les autorités européennes fassent pression pour obtenir la libération de ces juifs qui ont été poursuivis, arrêtés et condamnés d'une manière inique. Ce soir, l'inquiétude reste profonde chez les 25 000 Iraniens juifs. La majorité estime en privé que les accusés ont été victimes d'une machination sur fond des luttes sournoises qui opposent la puissante minorité conservatrice et la nouvelle majorité réformiste en Iran.
À mi-chemin entre science et défense, ce nouveau système mis au point pour le Rafale et qui permet aux pilotes d'être éjectés en un temps record en cas de nécessité. Un dispositif unique qui devrait bientôt équiper tous les avions de combat. Démonstration avec Patrice Pelé et Guillaume Gouet. La technique d'éjection française est la plus sophistiquée du monde. Et c'est vrai qu'elle est assez incroyable. Un cordon pyrotechnique découpe la verrière pour qu'ensuite le pilote passe à travers. La synchronisation doit être parfaite. Pour le Rafale, équipé de sa nouvelle verrière, le procédé a été encore amélioré. À partir de cette année, il sera étendu à tous les Mirages et aux Alpha Jets. C'est ici à Poitiers que les verrières sont préparées. On pose ici devant nous le mince cordon explosif. Pour le Rafale, 4,50 m sont nécessaires et ça ne pèse que 18 grammes. Le cordeau détonnant que nous voyons tout autour de la verrière est mis à feu, la détonation est transmise et la verrière est découpée par l'explosion de ce cordeau. 1/8 de seconde, record mondial à l'éjection. Le pilote subit une pression de 10 G, 10 fois le poids de son corps. Un homme de 70 kg pèse alors 700 kg. Américains et Russes s'éjectent moins vite. La séquence est différente. Sur ces avions, c'est l'ensemble de la verrière, montant plus calotte, qui est largué. C'est plus long de quelques microsecondes. Le risque de percuter la verrière pendant la descente reste toujours possible. En 30 ans, 300 pilotes français se sont éjectés avec un taux de survie de 99%. Quantitativement, ce concept permet aux équipages de bénéficier de 200 mètres supplémentaires en vol. 200 mètres, c'est une chance de plus d'en sortir vivant. Football, l'Euro 2000, à la veille de la finale tant attendue, l'équipe de France est arrivée à destination aux Pays-Bas. On connaît désormais, après tirage au sort, la couleur des maillots. Les Françaises seront en bleu, les Italiens délaisseront leur couleur traditionnelle de la Squadra Azzurra pour le blanc. Doit-on y voir un présage, et lequel? Sur place, Florent Gautreau et André Germain. Il n'y a guère qu'un petit ramasseur de balles qui puisse arrêter Zidane à l'entraînement. Les Bleus sont en forme et plutôt contents de retrouver des Italiens qu'ils connaissent particulièrement bien. 11 joueurs français ont joué ou jouent encore dans le championnat italien. Ils y ont progressé physiquement, tactiquement et mentalement. Demain, ils vont retrouver des copains, mais surtout un système de jeu qui n'a aucun secret pour eux. À partir du moment où nos joueurs ont pu être reconnus à l'étranger, et le fait que beaucoup d'entre eux connaissent ce football italien va considérablement nous aider. Ça, j'en suis intimement persuadé. On s'enrichit, comme je dis, de la culture des autres. Si c'est vrai pour les autres pays, c'est vrai aussi pour la France. Ce matin, les Français, très concentrés, se sont installés dans la banlieue de Rotterdam. Depuis l'épopée du mondial, les Bleus sont passés maîtres dans l'art de canaliser la pression qui entoure les matchs importants. Et les statistiques sont là pour renforcer leur confiance. L'équipe de France n'a jamais perdu en finale, que ce soit en 84 ou en 98. Et cette année, c'est un groupe soudé qui veut l'emporter. Moi, je vis dans cette équipe et je sais que je suis vachement fier d'évoluer avec cette équipe parce que bon, je trouve que c'est fantastique de faire demi-finale, finale, refinale. Et bon, pour moi, c'est un honneur d'évoluer avec des joueurs comme ça, quoi. Djorkaeff, Zidane, Henry, c'est à eux de trouver la solution face à une défense italienne exceptionnelle. Les Bleus ont déjà une place à part dans le cœur des Français. Ils veulent une place de choix dans le panthéon du football mondial. Donc l'équipe de France est favorite, mais elle devra affronter la fougue italienne, une équipe bien décidée à en découdre. Les derniers moments d'entraînement auxquels assistaient Julien Hérichon et Bruno Livertou. Ils sont venus de toute la Belgique, mais aussi de Rome, de Venise ou de Milan, pour admirer la Squadra Azzurra. Plus de 4000 spectateurs ont assisté au dernier entraînement de l'équipe d'Italie. À la veille de la finale de l'Euro 2000, aucun tifosi ne se fait de soucis. On s'est fait avoir une fois par les Français, on espère qu'on se fera plus avoir une fois. C'est la revanche, monsieur. monsieur. Tous les joueurs français, parce qu'ils jouent les 3 quarts en Italie, qu'est-ce qu'ils nous apprennent les Italiens? Et comme on est plus fort qu'eux, on gagnera. Comme pour les spaghettis ou les tagliatelles, le football peut se cuisiner à l'italienne.
Pour appliquer cette recette, il faut connaître les vertus de la contre-attaque et du catenaccio, traduisez le verrou. Des arrières de talent, une défense imperméable et l'Italie devient imbattable, n'encaissant que 2 buts depuis le début de la compétition. Dino Zoff, actuel entraîneur de la Squadra, a joué 112 fois en tant que gardien de but de l'équipe nationale. Emblème de son pays, dépositaire du jeu italien, Zoff connaît mieux que quiconque l'importance de la défense. Argentine, Coupe du Monde 78. Bernard Lacombe trompe une seule fois Dino Zoff. Les Italiens vont finalement l'emporter 2-1. C'est la dernière victoire de l'Italie sur la France, elle date de 22 ans, de quoi rester méfiant. C'est une partie importante, difficile pour nous, mais aussi pour la France. C'est une grande équipe, elle est championne du monde et possède aujourd'hui de jeunes joueurs de très grande qualité. L'Italie n'a participé qu'à 4 phases du championnat d'Europe. Elle a déjà remporté une fois le trophée et espère bien demain battre les Français. Le départ du Tour de France, c'est les premières exclusions puisque 3 coureurs, après des tests antidopage, ont été interdits de course ce matin. Et voilà qui assombrit le coup d'envoi de la plus populaire des compétitions. Alexandre Kara et Emmanuel Beck. Sergei Ivanov, champion de Russie, 2e du Dauphiné libéré, leader de l'équipe Farmfrit, exclu. Andrei Hopman, équipe Caldirola, exclu. Rossano Brasi, 2e des 4 jours de Dunkerque, équipe Polti, exclu. Ce matin, le Tour de France n'avait pas commencé et déjà, ils étaient 3 à quitter le peloton. Officiellement, pour leurs équipes, c'est une mauvaise surprise. C'est la première fois que nous arrive une chose comme ça, donc c'est dommage pour nous, pour l'image de l'équipe, pour les sponsors, pour les organisateurs du Tour de France. Un contrôle médical banal, prévu de longue date, un contrôle fatal pour ces 3 hommes. Les tests sanguins effectués ce matin sur 180 coureurs ont révélé pour ces 3-là un hématocrite supérieur à la limite tolérée. Résultat, pas de sanction, mais un billet retour pour les 3 suspects. Pour eux, ça veut dire une période de 15 jours sans compétition. Après, ils doivent se présenter encore une fois au laboratoire de l'Université de Lausanne pour subir un autre contrôle. Pourtant, Jean-Marie Leblanc avait prévenu une ultime mise au point hier soir pour les coureurs, pour les équipes, histoire de rappeler que la grande lessive du cyclisme n'était pas achevée et que les organisateurs du Tour ne laisseraient rien passer. On peut être étonné tout de même que depuis 2 ans et malgré toutes les dispositions, les mises en garde qui ont été faites par les pouvoirs sportifs et par nous, il y a encore ce genre d'écart. Au départ, cet après-midi, ils étaient 177 coureurs, désormais avertis qu'ils pourraient être contrôlés à n'importe quel moment sur les routes de France, avertis qu'ils allaient vivre cette année un tour sous haute surveillance. Mais place au sport quand même, avec cette première étape sous un ciel ardoise, 177 coureurs au départ pour un contre-la-montre remporté par le Britannique David Millar, contre-la-montre que nous résument Christelle Bertrand et Frédéric Pasquette. Contre toute attente, David Millar remporte le contre-la-montre. Le jeune homme de 23 ans a surpris les ténors de la grande boucle. Sur 16 km et demi, l'Écossais a tenu la cadence. Un cycliste atypique, inconnu, né à Malte, qui a vécu à Hong Kong et qui réside aujourd'hui à Biarritz. Lance Armstrong était pourtant lancé à ses trousses. Mais l'Américain n'a pas pu défier suffisamment le chronomètre. Armstrong, favori, laisse filer la victoire pour 2 secondes. David Millar efface des tablettes les bonnes performances des grands du départ. Jalabert, Zoule et Ulrich, champions du monde du contre-la-montre, n'ont pu rivaliser avec l'envie et la fougue de Millar. L'Écossais a du mal à y croire, mais il a d'autres rêves encore. Ma plus grande ambition, c'est pour arriver sur les Champs-Élysées. Pour moi, cette tour, le cross de 3 semaines, c'est quelque chose de complètement différent et j'ai aucune idée comment je vais réagir sur la 3e semaine. Millar s'adjuge la première étape, le maillot jaune, le vert et le blanc. Il faut au moins cela pour récompenser une telle performance. Championnat de France de rugby, aujourd'hui à Bègles, Pau s'est qualifié pour les demi-finales en s'imposant de justesse 28-27 face à Montferrand. Le 8 juillet, les Palois s'opposeront aux joueurs de Colomiers à Toulouse. À Rome, les obsèques de Vittorio Gassman en présence de ceux qui l'ont aimé et admiré. Plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles le Premier ministre et le maire de la ville qui assistaient à la cérémonie. Correspondance Isabelle Stess, Dominique Merlin. Ce devait être le couronnement de sa vie. Vittorio Gassman souhaitait célébrer son mariage à l'église. La mort ne lui en a pas laissé le temps et c'est ainsi vêtu de blanc que sa veuve est arrivée ce matin.
Nous célébrons ici les funérailles de Diletta, l'épouse, et de Vittorio, dit le prêtre. L'église San Gregorio de Rome était trop petite pour accueillir les milliers d'anonymes unis dans la douleur avec les grands noms du cinéma et du théâtre. Sa mort est si triste. Il ne devait pas partir. C'est un homme qui cherchait la vérité. C'était un homme chaleureux, un homme qui aimait son métier, qui était comme un enfant, qui cherchait toujours. Vittorio Gassman venait souvent prier ici. De nombreuses dépressions l'avaient conduit sur le chemin de la foi il y a 8 ans et sa rencontre avec Jean-Paul II l'avait bouleversé. Lui qui a eu tant de succès, il disait être là, place Saint-Pierre, à réciter la prière du pape, c'était comme être au paradis. Dernière ovation pour un acteur qui avait déclamé tant de paroles et qui disait attendre maintenant celle de Dieu. Le décès de l'acteur américain Walter Matthau, son visage vous est familier. Il avait joué dans de nombreux films les seconds rôles. Il excellait dans la comédie, celui qui fut souvent le partenaire de Jack Lemmon, dans notamment Drôle de couple, est décédé à l'âge de 79 ans. Cinéma avec la décision du Conseil d'État de classer X le film réalisé par Virginie Despentes, un film où se mélangent violence et pornographie. Un désaveu pour le ministère de la Culture qui avait donné son visa d'exploitation avec une simple interdiction aux moins de 16 ans. Depuis ce matin, les réactions se multiplient avec au centre de la polémique la question de la censure. Dominique Barouche, Carl Constable. Alertés vendredi soir, les cinémas n'ont eu que quelques heures pour réagir au couperet du Conseil d'État, les sommant de retirer de l'affiche le film de Virginie Despentes. Certains, tels MK2, ont décidé de braver l'interdiction, prenant l'initiative de l'interdire eux-mêmes aux moins de 18 ans. Ils en font une question de principe. Je pense que là, on passe de quelque chose qui est la protection des jeunes face à la violence ou à la pornographie, à un acte que j'appelle moi un acte de censure. Et qu'on confond deux choses, c'est d'un côté la protection des jeunes et de l'autre côté une atteinte à la liberté d'expression. Jugé message pornographique, incitation à la violence, le couperet est tombé sur les images du film Baise-moi après le recours déposé par une association de défense de la famille. Il y a des scènes de ce film qui en soi portent atteinte à la dignité humaine, où l'homme est humilié dans des conditions qui sont inadmissibles, et non seulement l'image, lorsqu'elle est montrée, peut choquer les enfants, mais elle porte véritablement atteinte à ce qu'il y a de plus fondamental dans notre droit et dans l'équilibre de notre société. Le Conseil d'État prend ainsi le contre-pied du ministère de la Culture, qui s'était contenté d'interdire le film aux moins de 16 ans, en l'assortissant d'un avertissement supplémentaire. Le désaveu relance en tout cas le débat sur le dispositif français de classification des films. Il n'est pas exclu qu'on réfléchisse en tout cas à un niveau de protection à moins de 18 ans pour couvrir cette espèce de petit écart entre le moins de 16 et le moins de 18, entre une sorte de majorité cinématographique à 16 ans et une majorité pénale à 18 ans. En 3 jours, le film avait réalisé 2700 entrées sur Paris, 7 fois moins que Gladiator, mais un tiers de plus que La Vache et le Président. Coïncidence, c'est dans 5 jours que sort en salle Fantasme. Cet autre film, seulement interdit aux moins de 16 ans, base justement sa promotion sur ces scènes pornographiques. Avant de se produire la semaine prochaine au Stade de France, Tina Turner a décidé de poser ses valises. La chanteuse américaine entame sa dernière tournée pour ensuite passer la main. On a encore quelques mois pour profiter de son talent électrique. Ses derniers concerts entre l'Europe et les États-Unis s'achèveront à la fin de l'année. Yasmina Farber. Ladies and gentlemen, Tina Turner. 45 ans de carrière, toujours la même énergie. L'énergie d'Annie Mae Bullock, l'adolescente du Tennessee qui avait séduit Ike Turner, mari brutal, mais découvreur de talent. À 60 ans, Tina a choisi l'Europe pour sa tournée d'adieu, là où ses fans ne se lassent pas de la Mamie Soul. Je l'ai déjà vue 3 fois en concert, c'est vraiment génial. Dire qu'elle est grand-mère et qu'elle est en super forme. Non seulement elle danse bien, mais sa musique est tout simplement excellente. Après son divorce, personne ne lui donnait une chance en solo. Mais Tina Turner a un secret, le bouddhisme et une santé de fer. J'ai toujours été comme ça. Je fais attention à moi.
J'ai jamais consommé de drogue, j'ai jamais pris d'alcool, juste un peu de champagne ou un petit verre de vin rouge par-ci par-là, mais j'ai jamais fumé. Disons que c'est pour ça que je suis en forme. Tina a toujours le feu sacré mais préfère quitter la scène pendant qu'elle est encore au top. Ensuite, peut-être le cinéma, mais elle n'acceptera que le rôle d'une femme forte et déterminée, un rôle qui lui colle à la peau. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. La fin du grand rassemblement anti-mondialisation à Millau. 10 mois de prison, dont 9 avec sursis, ont été requis à l'encontre de José Bové, qui parle d'une peine mi-chèvre, mi-chou. Le Tour de France et les premières exclusions qui jettent un voile sur le début de la course. 3 cyclistes exclus dès ce matin après des tests antidopage. Tout de suite, la météo présentée par Isabelle Martinet, suivie de l'émission Fort Boyard. 23h20, le dernier journal avec Laurence Ostolaza. Demain à 12h, l'émission Géopolis retrouve sa place sur notre antenne pour toute la saison d'été. Le premier numéro de cette émission, présenté par Claude Sérian, sera consacré à la ville de New York. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente soirée sur France 2.